femme n'évolue toujours pas. Et vous êtes en train de mener au niveau de Rien sur les femmes une campagne de pouvoir éveiller la conscience de la femme. Dites-nous, qu'est-ce qui serait à la base de ces pesanteurs socio-culturelles dont nous parlons maintenant? Il y a des causes socio-culturelles qui empêchent, notamment les causes socio-culturelles, parce qu'il y en a aussi des causes institutionnelles, mais ici nous voulons juste marteler sur les causes socio-culturelles qui empêchent la femme à émerger. Généralement, on dit Koliana Mwasi, Koliana Ndoki. La femme ne peut pas construire, donc ce sont des adages qui se disent, qui sont monnaie courante dans notre société. Et ces différents préjugés font en sorte que la femme ne puisse pas vraiment donc ça bloque la femme à un certain niveau. Ça bloque la femme à un certain niveau. Des normes établies. C'est sur ça que nous venons apporter des solutions. La femme, quand elle est enceinte ou elle est pendant ses périodes menstruelles, elle ne doit pas apparaître. Mais qui a dit ça? Nous sommes maintenant dans un état moderne où quand la femme a des menstrues, on ne le sait même pas. C'est parce que c'est à la femme elle-même aussi de commencer dès sa maison, dès son foyer, à voir et la fille et le garçon, les prendre sur le même pied d'égalité. Et comment répartir les tâches ménagères, par exemple, équitablement. Et on en a profité justement à expliquer à ces hommes-là. Vous voyez la femme là que vous avez, elle est votre égale, elle n'est pas votre rivale, mais vous êtes égalité, c'est-à-dire que non, ce que toi tu peux faire, la femme le peut aussi bien le faire. Il y a des femmes mécaniciennes. Na ye olimbisanga Pona soni ngai na pesa kiyo Bosa na masomama Nazali na motema na yo limbisanga Bonsoir, fidèles téléspectateurs de l'émission Tribune des femmes. Mon équipe et moi sommes très ravis de vous retrouver pour cette nouvelle production. Vous êtes sans ignorer que notre émission pendant un moment n'est passée presque plus. C'était suite à des petits soucis au niveau interne. Maintenant, nous sommes là et nous serons avec vous chaque mardi comme d'habitude pour vous présenter votre émission. Voilà, c'est tout un plaisir pour nous de vous retrouver. Bienvenue dans cette nouvelle production. Ce soir, nous avons choisi de parler de certaines pesanteurs socio-culturelles qui freinent l'épanouissement de la femme congolaise. Vous êtes sans ignorer que dans notre pays, il y a de cette traditions qui sont à l'avantage aussi de la femme, d'autres non, et ce qui fait qu'il y ait un nombre pas tellement significatif dans les instances des postes de décision. Des enquêtes sont en train d'être menées au niveau des mouvements associatifs féminins pour savoir qu'est-ce qui serait à la base de tout ça. Il y a eu des descentes sur terrain, des manifestations et autres revendications, même des lobbying, mais hélas, rien ne change. J'ai sur ces plateaux des femmes de la société civile très engagées dans la défense des droits des femmes. Elles sont toutes du mouvement Rien sans les femmes. Elles sont donc nos invités pour l'émission de ce soir. Nous avons Madame Annie Bambé, elle est avocate. Bonsoir. Non, je ne suis pas encore avocate. Ah, ok. Elle est, on peut dire, chargée de plaidoyer au niveau du mouvement Rien sans les femmes. Bonsoir, Madame Annie. Bonsoir. Nous avons Madame Fifi Kandolo. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes également membre de Rien sans les femmes. Oui, je suis membre de Rien sans les femmes. Dodi Chilonda, vous êtes de Rien sans les femmes. Vous occupez quelle fonction également là-bas? Bon, je suis membre tout court, voilà. C'est avec elles, ces trois femmes que vous voyez sur ces plateaux, que nous allons parler de ces problèmes qui freinent l'épanouissement de la femme. Bon, nous entrons dans le vif de notre sujet, Maître Annie, mesdames. La femme n'évolue toujours pas. Et vous êtes en train de mener au niveau de Rien sur les femmes une campagne pour
pouvoir éveiller la conscience de la femme. Nous allons en parler, mais dites-nous, qu'est-ce qui serait, selon vous, à la base de ces pesanteurs socio-culturels dont nous parlons maintenant? Merci beaucoup. Vous m'appelez déjà maître, ça ne tardera pas. C'est peut-être une prophétie. Ça ne tardera pas, Ouais. c'est pour bientôt. Merci pour la prophétie. Au niveau du mouvement Rien sans les femmes, il a été justement constaté que les femmes ne siègent pas valablement ou équitablement dans les instances de prise de décision. C'est la raison pour laquelle justement que Rien sans les femmes a été créé, car son objectif, c'est pour la représentation égalitaire hommes-femmes dans les instances de prise de décision et à tous les niveaux en République démocratique du Congo. Alors avec son partenaire CAFO de l'ambassade de Suède et CJP, sous le leadership de CAFOD, une enquête, une étude a été menée en 2020, au mois d'avril 2020 et mai 2020. Et à l'issue de cette étude, il a été révélé qu'il y a des causes socio-culturelles qui empêchent, notamment les causes socio-culturelles, parce qu'il y en a aussi des causes institutionnelles, mais ici nous voulons juste marteler sur les causes socio-culturelles qui empêchent la femme à émerger. Et certaines recommandations ont été formulées, et c'est comme ça que Rien sans les femmes a saisi cette occasion pour pallier à ces causes-là, afin qu'on ait un début de solution par rapport à la représentativité de la femme. Mais est-ce que vous pouvez quand même nous citer ces causes-là, socio-culturelles? Quoi, par exemple, qui serait à la base du blocage au niveau de la femme? Oui, il y a des différents préjugés que la communauté tout entière a à l'égard des femmes. D'abord des femmes qui travaillent et des femmes qui occupent des postes de prise de décision. Généralement, on dit Koliana Mwasi, Koliana Ndoki. La femme ne peut pas construire. Donc, ce sont des adages qui se disent, qui sont monnaie courante dans notre société. Et ces différents préjugés font en sorte que la femme ne puisse pas vraiment donc, ça bloque la femme à un certain niveau. Ça bloque la femme à un certain niveau. Et nous avons aussi plusieurs stéréotypes, et notamment les coutumes rétrogrades qui n'aident pas la femme à émerger. Partant des statistiques et des enquêtes qui ont été menées par l'IS, telles que venait de dire précédemment Maman Annie, si on doit faire un constat, il n'y a pas des femmes qui ont brigué les postes des chefs d'État dans ces pays. Si nous allons au niveau de l'Assemblée, donc là nous sommes dans le pouvoir exécutif. Donc, depuis, je sais que nous sommes nés des dernières dates, mais avec les informations que nous avons eues de nos parents, il n'y a pas eu de femmes chefs d'État dans ces pays. Pas de femmes chefs d'État, mais au niveau de nos villages, la plupart des femmes sont des chefs coutumiers, des chefs de groupement. Mais c'est quand même, mais il y a quand même un grand nombre de femmes au niveau traditionnel qui, dans des familles par exemple, c'est des femmes qui ont le pouvoir. Mais qui ont quel pouvoir? C'est ça, seulement le pouvoir traditionnel. Pourquoi cela ne se matérialise pas au niveau moderne là, ça a quel impact? C'est ça. Quand c'est une femme qui est chef du village et qu'on compare avec le pouvoir qu'a un homme chef du village, c'est différent. C'est toujours différent. C'est différent. Voilà. Et parce que cette femme chef du village, au moment où elle doit porter une grossesse, vous savez, avec les malaises de la grossesse, la communauté n'accepte pas. Elle doit se cacher. Elle ne siège pas avec sa grossesse apparemment. Donc on la discrimine parce qu'elle est enceinte. Voilà. Mais l'homme peut... C'est toujours un problème. Voilà, c'est un problème quand il s'agit d'une femme dans notre société, dans nos villages, qui gère. Et pendant ce temps-là, elle ne gère pas. Elle cède son pouvoir à quelqu'un d'autre parce qu'elle a porté une grossesse comme si une grossesse, c'était une honte, c'était une maladie devant les... Madame Fifi va continuer ses idées, ne la perdez pas. Si ce que vous évoquez, je mets ça toujours sur la tête de la femme, parce que c'est de la femme qui éduque l'enfant dès le bas âge. Mais pourquoi cet enfant-là, en grandissant, qu'il soit homme ou femme, pourquoi il doit essayer de faire de sorte que la femme, même au niveau traditionnel, soit marginalisée? Pourquoi la même personne doit amener cette femme-là à se cacher
au moment où elle doit diriger comme chef à cause de la grossesse et tout, c'est que les départs, c'est déjà mauvais au niveau de la femme. Justement, c'est déjà mauvais parce que il y a des normes établies. C'est sur ça que nous venons apporter des solutions. Il y a des normes établies que voilà, la femme, quand elle est enceinte ou elle est pendant ses périodes menstruelles, elle ne doit pas apparaître. Mais qui a dit ça? Nous sommes maintenant dans un état moderne où quand la femme a des menstrues, on ne le sait même pas. Même depuis toujours, on ne le savait pas. On ne le sait pas. Mais non, il y a des moments où on le savait parce que dans certaines coutumes, dès qu'elle a ses règles, elle doit rester dans la chambre. Elle ne mange pas à la même table avec les hommes, que ce soit ses petits frères ou ses grands frères ou son père. Elle ne touche pas à la cuisine. Donc tout le monde dans la famille sait non, elle est dans une, et on dit dans une mauvaise période. Vous comprenez déjà les normes que la société a établies. C'est sur ça que nous venons marteler qu'il faudrait qu'il y ait inversion des normes, qu'on change ces normes pour que la femme émerge. Oui, mais Madame Fifi, vous parliez de ce qui freine la femme. Oui, j'ai parlé de la représentativité. Vous avez parlé des stéréotypes, des préjugés. Des préjugés, des coutumes. Voilà. Parce que déjà, de par la tradition africaine, nous savons que la femme n'a vraiment pas sa vraie valeur dans les différentes communautés africaines. Dans ce sens où cette femme est toujours reléguée au second plan. Il y a des enquêtes que nous avons eu à mener sur le terrain où vous trouvez certaines pratiques. Je prends un exemple dans les Kasaï où nous avons fait des enquêtes où vous trouvez au XXIe siècle une femme qui s'est mariée par essai. Donc on vous dit, cette femme, on ne peut pas donner la dot. On va d'abord avec la femme et si cette union est concluante, on vient donner la dot. C'est comme une marchandise. C'est vraiment comme une marchandise. Une femme s'est mariée au XXIe siècle par gage parce qu'un de ses parents a contracté une dette et pour payer la dette, on donne une femme comme une rançon. Ça, c'est au XXIe siècle dans notre pays. Nous avons des femmes qui se marient par rap. Elle va puiser de l'eau, c'est une petite fille de 16 ans, de 15 ans. Et quelque part, quelqu'un voit que c'est une femme à épouser, on l'enlève, elle vient réapparaître 5 ans plus tard, elle est déjà mère. Et donc, ce sont des pratiques qu'on a trouvées qui sont normales et les gens ne s'en plaignent même pas. Et toutes ces pratiques font en sorte que cette femme qui se sent limitée déjà de par l'éducation qu'elle a reçue dans la communauté n'est pas vraiment à mesure de prendre certains engagements, ne se retrouve pas aussi à mesure de briguer certains postes. Donc quand je reviens à ce que je disais, pas des femmes dans le pouvoir exécutif, même si nous allons au niveau du pouvoir législatif, au niveau des assemblées, nous avons combien de femmes? C'est vrai qu'on peut dire qu'au niveau national, il y a eu quelques avancées, mais les assemblées, ce n'est pas seulement au niveau national, nous avons les assemblées provinciales. Et dans les provinces, il n'y a pas... Nous pouvons même aller loin dans les communes, les secteurs, dans même dans nos provinces. Et la femme est presque inexistante dans des postes de décision. Récemment aussi, il y a la CENI. Si tu vois les postes, c'est actuel ça. Au moment où nous parlons parité, nous parlons des femmes qui doivent occuper des postes, mais la CENI à peine, et c'était par désignation, je suis sûre. Mais combien de femmes dans les postes de décision? La plupart des femmes qu'on retrouve, c'est comme elles sont membres membre de la plénière, si j'ai une bonne idée. Une qui est rapporteur. Une sur combien d'hommes? Une sur combien d'hommes? Sur 7. Donc, c'est-à-dire les problèmes persistent. Oui. Mais maintenant, vous continuez? Oui, je voulais ajouter, si on doit ajouter même dans les différents partis politiques. Oui. Déjà, de par la composition du monde, la gente féminine a plus de 52% des personnes, femmes qui existent dans ce monde. Et dans les différents partis politiques, il y a beaucoup de femmes. Pourquoi sur les listes? Beaucoup de femmes qui occupent quel poste? Voilà, donc, et la femme, elle est là pour applaudir. Mobilisatrice, elle est là pour protocole. Mobiliser, elle est là pour accueillir, elle est là pour faire les protocoles. Bah, apparemment, Madame Annie est en train de me contredire. Dans les partis politiques, nous avons combien de femmes secrétaires générales? Parce que ce sont des postes de décision. Femme présidente, à moins qu'elle crée elle-même leur propre parti politique. J'acquiesce ma tête pour dire effectivement, c'est vrai, les femmes, c'est justement dans les partis politiques où on décide de qui. Tout à l'heure, vous avez demandé à la CENI qui sont là. Mais
la plupart de membres de la CENI viennent des partis politiques. Donc, si les femmes ne se retrouvent pas dans la gouvernance du parti politique, dans le bureau, elles ne seront pas désignées. Parce que c'est là où se décide tout ce qui s'est fait dans le parti politique. Et les femmes, disons, moi je ne martèle pas sur la femme, parce que la femme, elle est victime. Elle subit ce que la société lui impose. Vous verrez, j'ai vu, je ne sais pas c'était dans quelle institution, hier, voilà, chez les médecins, l'ordre des médecins. Il y a autant de membres, et moi j'attendais président, premier vice-président, deuxième président et consort. Non. La femme était qui? Trésorière. Donc c'est un poste d'emblée réservé à la femme. On ne refuse pas. C'est-à-dire que la société reconnaît que la femme est une bonne gestionnaire. Voilà. Mais si on reconnaît qu'elle est une bonne gestionnaire, mais comment elle ne peut pas occuper d'autres postes? Voilà. Donc c'est déjà ces normes-là préétablies. C'est ça que nous condamnons dans notre campagne. Voilà. C'est pourquoi nous sensibilisons, nous voulons sensibiliser pour qu'on regarde la femme, qu'on change de perception, qu'on regarde la femme autrement. Que la femme, c'est un être humain comme l'homme. Elle a les mêmes droits que l'homme. Il y a seulement une différenciation par rapport à la biologie. On a une femme, on a un homme, une fille, un garçon, mais sinon sur l'intelligence, nous avons même un message que nous sensibilisons avec, nous disons, l'intelligence et les compétences n'ont pas de sexe, même droit, même chance. C'est un de nos messages fétiches. Donc, oui, tout à l'heure, pendant nos échanges avant l'émission, Madame Dodi parlait des tâches qu'on donne déjà au niveau des familles. Au niveau des familles, il y a des tâches qui sont uniquement réservées aux femmes, et pourtant ces tâches pouvaient être assumées par tous les enfants, hommes comme femmes, garçons comme filles. C'est justement c'est parce que c'est à la femme elle-même aussi de commencer dès sa maison, dès son foyer, à voir et la fille et le garçon, les prendre sur le même pied d'égalité. Et répartir les tâches ménagères, par exemple, équitablement. Ce n'est pas seulement que non, la vaisselle c'est pour la fille, la cuisine c'est pour la fille, non. Aller au marché c'est pour la fille. C'est pour la fille, non, justement. C'est maintenant ça, c'est le travail, le grand travail aussi que la femme, en tant que mère, en tant qu'éducatrice qui doit commencer dès la maison. Parce qu'un enfant, un garçon, une fille, qui dès leur maison, dès le foyer, on leur montre que non, et la fille, entre toi et le garçon et la fille, il y a égalité. Tout ce que toi tu peux faire, la fille aussi peut le faire. Donc c'est déjà un grand pas, parce que ces enfants-là vont grandir avec cet état d'esprit-là. Mais là, c'est parce que nous vivons ici. Admettons que les garçons là que vous choyez, qui ne fait rien et tout, arrivent à vivre à l'étranger. Sera-t-il capable de prendre une nounou ou une bonne pour les payer régulièrement? C'est pas comme ici, hein? C'est ça justement. Voilà. C'est ça, justement. Voilà. Mais parlez-nous maintenant de cette campagne initiée par Rien sans les femmes. Êtes-vous déjà sur le terrain? Vous avez commencé par où? Et qu'est-ce que vous comptez faire exactement? Ça va prendre combien de temps? Oui, mais la campagne, on est presque vers la fin, parce que la campagne, nous l'avons commencé depuis le 25 novembre. C'était pendant les 16 jours d'activisme, où nous avons mené une campagne de sensibilisation sur les normes culturelles rétrogrades qui empêche les femmes à émerger. Et au nombre d'actions que nous avons menées sur terrain, il y a eu des descentes sur terrain, mes collègues étaient sur terrain pour sensibiliser les communautés. Elle peut le dire, je crois que c'était Selembao. Oui, donc il y a eu 4 axes que nous avons choisis par rapport à la périphérie avec la province de Kinshasa. Et donc, avec Madame Dodi, nous avons sensibilisé à Ngaliema. Et il y a eu une équipe qui a sensibilisé à Selembao. Il y a une autre équipe qui a sensibilisé à Kisenso et à Kimbanseke.
Et donc, nous avons choisi la périphérie de la ville de Kinshasa. Et là aussi, nous profitons pour passer aussi ce message sur la RTNC, parce que nous savons qu'il y a beaucoup de femmes aussi qui nous suivent. Oui. Et donc, nous avons sensibilisé les différents ménages, les papas, les mamans et la population. Concrètement, qu'est-ce que vous avez pu constater sur terrain? Parce que vous amenez un message. Est-ce que vous avez senti que les gens apprenaient juste par votre passage, ou bien ils ont posé encore d'autres problèmes par rapport à ce qu'eux vivent? Oui, il y a des endroits où nous avons trouvé que les gens avaient quand même une certaine connaissance sur l'égalité entre femmes et hommes, donc égalité des sexes, mais pratiquement par rapport aux coutumes qui existent et qui pèsent sur la population quinoise. Donc, beaucoup d'hommes que nous avons eu à sensibiliser n'admettent vraiment pas que leurs femmes puissent avoir... Ils ne vous ont pas jugé de motombo, que vous voulez détourner l'attention de leurs femmes. Bien sûr. Et donc, il y en a même qui ont menacé certains sensibilisateurs pour dire que là, vous venez vraiment intoxiquer nos femmes, ne revenez plus. Donc, c'est un message qui a été perçu à certains endroits, comme à Selemba, où ça a été vraiment très... Certains sensibilisateurs ont donné un rapport où on dit qu'on a été un peu menacé parce que les gens pensent qu'avoir une femme qui ne réclame pas ses droits, c'est la femme la plus soumise. Et il y en a qui ont pensé qu'on venait intoxiquer leurs femmes. Mais il y a des endroits où il y avait des gens, comme Angaliema, qui ont compris que c'est un travail de longue haleine. Ce n'est pas un travail facile. C'est un processus, parce que la femme, d'abord elle-même, elle a été éduquée telle qu'elle n'a rien à dire, elle n'a pas un mot à dire, et elle accepte tout ce qui se présente à elle. Donc c'est un travail de longue haleine. C'est un travail vraiment de très longue haleine, et je pense que les personnes des médias aussi doivent nous aider. Mais vous conscientisez uniquement les femmes, ou vous avez une tranche d'âge et vous associez également les garçons, filles, hommes? Le travail que nous avons fait de sensibilisation sur le terrain, nous avons pris les hommes, les femmes dans toutes les tranches d'âge, et nous l'avons fait aussi avec les opérateurs éducatifs. Donc là, on a travaillé avec les IPP, les inspecteurs provinciaux, okay. Avec les ministères de l'Éducation. Dans ce sens, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup d'inégalités qui se passent au niveau déjà des écoles. Dans le constat que nous avons eu à faire, il y a des ouvrages scolaires où on a remarqué, on dit Toto va en ville, Mamie va à la source. Donc déjà, ça péjorise un peu. On a parlé avec eux pour intégrer vraiment les notions d'équité des genres dans les différents ouvrages scolaires et créer un équilibre pour dire que la petite fille, c'est qu'elle peut faire, le petit garçon peut les faire aussi. Et il peut les faire également. Oui. Aussi, une des actions phares, c'est aussi la table ronde. La table ronde que nous avons organisée à l'endroit des députés provinciaux. Et toutes ces actions que nous menons, ça se passe dans 10 autres axes à travers la République. Donc ce sont les mêmes actions parce que Yansa les femmes est établi sur 14 axes, mais le projet couvre 11 axes. Et cette table ronde s'est fondée justement sur la lutte contre les normes culturelles rétrogrades qui empêchent les femmes, l'émergence des femmes. Et là, nous avons mené le plaidoyer auprès de députés provinciaux afin que un édit provincial soit élaboré, soit conçu, élaboré et adopté pour lutter contre les normes. Parce que c'est comme on venait de le dire, les normes établies, lorsqu'il y a un vide juridique, la population, comment elle comprend? Elle comprend que c'est admis, c'est accepté. Mais si l'État s'y mêle et qu'il protège la femme, je crois que petit à petit, les choses vont changer. Parce que jusque-là, dans ce domaine-là de la coutume, il y a encore un vide juridique. Donc, on ne peut pas concevoir que c'est toujours, comme on venait de le dire, Koliana Mwasi, Koliana Ndoki. Et ça se dit comme ça. Ça se dit comme ça dans notre société. Et tout le monde accepte, tout le monde tolère, comme si c'est vrai. Et moi, j'ai entendu même que non, Ogoy Kobala Mwasi a Pembete, Basi a Pembe Bazala Kabandoki.
Vous comprenez ça? Ou bien, c'est un peu la dépense. La dépense. Voilà les choses comme ça. Moi, il y a même dans ma culture, dans ma coutume, où on dit la femme, elle peut transporter n'importe qui, même un médiocre. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Il y a un adage comme ça. Hein? Elle peut transporter n'importe qui, même un médiocre. Et quand une fille, elle est un peu têtue à l'âge de l'adolescence, vous entendrez, on dit, voilà, toi, celui qui t'épousera, ce sont des étrangers qui t'épouseront. Donc, il y a des... tout ça crée un blocage. Ça crée un blocage. Et la femme, la ouais. petite fille, elle s'est dit, donc moi, il faut seulement que j'aille au mariage. Le mariage n'est pas mauvais, mais ce n'est pas la finalité. C'est ça qu'on voudrait. Voilà. Parce qu'il peut arriver, les maris... voilà. Meurent. Vous allez vous en sortir voilà. comment si vous avez voilà. des enfants? Voilà. Et quel est le message réel que vous transmettez à travers, lorsque vous descendez dans votre opération porte-à-porte? C'est quel message réel pour éveiller cette conscience de la femme, même des hommes et autres? Ce que personnellement j'ai constaté et que quand même j'ai apprécié, parce que dans nos descentes il y a eu quand même des hommes et surtout pour le premier jour, j'ai constaté qu'il y avait plus d'hommes. Et quand ils venaient, quand même ils venaient, c'est quoi ça? Et ça, Nini, on leur explique. Et ils étaient intéressés. Et ils posaient même des questions. Et on en a profité justement à expliquer à ces hommes-là. Vous voyez la femme là que vous avez, elle n'est pas votre rivale, mais vous êtes égalité. C'est-à-dire que non, ce que toi tu peux faire, la femme le peut aussi bien le faire. Il y a des femmes mécaniciennes, il y a des femmes qui font tout ce que vous faites. Donc c'est normal. Et maintenant là, quand on est un peu monté, on a dit que non, il y a des femmes aussi, elles peuvent pas seulement être là dans des petites tâches et tout, mais elles peuvent aussi, il y a des femmes aujourd'hui, on voit des femmes ministres, premiers ministres, on voit aussi à l'extérieur en dehors de notre pays, il y a des femmes, des femmes présidents de la République, présidentes, tout et tout. Mais non, ça arrivera un jour. Si on le croit. Déjà, on a vu la volonté du chef de l'État qui a donné quand même des fonctions importantes à la femme. Voilà. Ouais, ça viendra. Ça. Et vous allez voir l'homme qui demande mais c'est quoi ce qui moi si wana maintenant bakomara lolendo. Moi je dis non. Bakomara lolendo wana c'est l'impression que vous avez. Donc vous voyez, il pose des questions, on répond et puis voilà et vous voyez le monsieur qui dit à la fin mais vous avez quand même raison. Moi je dis non, soutenez cette femme là et même ces filles que vous avez à la maison. Ça vous ferait pas plaisir? Oh non, ça vous ferait pas plaisir aujourd'hui que non, votre fille, vous avez élevé, éduqué, instruite et aujourd'hui elle est Premier ministre. Et vous allez bien ma casse. Mais comment? Mais ça va commencer comment? Oui, ça commence. Ça commence justement à la maison. C'est toi qui dois faire l'équitabilité. Il ne faut pas que ce soit que non. Non, d'abord, s'il y a un peu d'argent, le minéral, c'est d'abord priorité aux garçons. Mais non, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont plus intelligentes, des filles qui sont très intelligentes. Et on le voit, on le constate. Mais quand elles ne sont pas favorisées dès la maison, et quand toi, le papa, tu dis l'importance, non, le privilège, c'est d'abord Non, mais quand même, ils ont compris. Et non, il y a vraiment un travail à faire, mais quand déjà, il y a une petite amélioration, donc... vous, les médias, vous êtes là aussi, on sait que non. Vous avez beaucoup justement. C'est justement une des autres actions, c'est les émissions télévisées, les radios télévisées, où nous passons pour la grande masse. Vous êtes toujours les bienvenus. Voilà, la grande masse, parce que dans les sensibilisations porte-à-porte, on vous a dit que nous sommes allés dans 4 axes, donc on ne peut pas aller partout, mais avec les émissions radio-télévisées, vous pouvez atteindre tous les coins. Mais avez-vous pensé quand même, parce que la RDC ou bien Kinshasa, ce n'est pas seulement le côté urbain. Vous avez pensé à la femme rurale, une descente vers ces milieux ruraux. Mais justement, il vous a parlé de Kisenso. Et quand il disait Ngaliema, c'est Maloueka, c'est de l'autre côté, le fin fond où nous sommes allés. Ce n'est pas Ngaliema, ma campagne, non. Ce n'est pas Gombe, Lukunga Gombe, non. Oui, et je voulais renchérir aussi, dans ce sens où nous avons eu une rencontre avec les différents chefs coutumiers de l'Interland, de Kinshasa. Nous avons parlé avec eux sur les normes socio-culturelles qui freinent l'émergence des femmes. Et maman Annie venait d'expliquer quand elle a dit,
c'était dit, c'est vrai qu'il y a des textes qui protègent la femme. Il y a la Constitution dans son article 14, il y a les différents textes des lois internationaux, il y a la CEDEF, il y a beaucoup de textes qui protègent la femme, mais ce n'est pas d'application. Et c'était dit reprend les différentes pratiques, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a des pratiques qui avilissent la femme, mais qui ne sont pas érigées en infraction par les législateurs congolais dans nos différentes lois. Je prends un exemple, quand il y a un deuil, les personnes qui maltraitent les femmes, ce sont les femmes. On les dénonce toujours. Voilà. Oh non, on a hérité ça. Ce n'est pas parce qu'on t'a fait ça que tu dois aussi faire ça à une autre femme. Donc il n'y a que des femmes qui doivent, surtout là, il faudrait m'atteler lors des deuils. Et donc ce sont des pratiques qui ne sont pas érigées en infraction dans les différents textes des lois qui régissent notre pays. Et c'est comme ça que, ensemble avec les députés provinciaux, comme Omani venait de le dire, autour de la table ronde, ils ont pris des résolutions. Et donc, on va ériger ces différentes pratiques qui avilissent la femme, que ce soit fait par des hommes ou par des femmes, et ériger des sanctions assorties à ces pratiques qui avilissent la femme, et que un député provincial va porter, il va porter, c'était dit, et on va le faire voter en faveur des femmes de la République démocratique, en faveur des femmes de Kinshasa. Donc, c'est justement pour ça que nous allons vers les leaders sociaux. Parce que les normes, pour que ça soit changé, il faudra que les leaders d'opinion s'approprient le changement. Parce que c'est eux, justement, qui font voir aux autres, et voilà, cette limite, il ne faut pas franchir, voilà, il faut faire ça. Et puis, si vous regardez dans les deuils, justement, on constate seulement la face visible de l'iceberg. Mais qui est le concepteur? C'est l'homme qui est au coin, qui dit, mais vous n'avez pas fait telle pratique à la femme. La femme voilà. qui accompagne d'abord le malade, son mari malade, pendant tout le temps de la maladie, hospitalisation, des fois dormir par terre, elle a déjà quelques menaces au niveau mental, physique, et au jour du deuil, vous l'amenez à danser, vous pensez vraiment que cette femme-là qui a passé autant de mois à dormir par terre, à soulever le malade, a cette force-là de danser autour, si on ne la force pas. Et derrière tout ça, c'est toujours la femme. Bon, bien qu'il y a elle toujours, est victime, victimisée la main doublement, triplement. De elle est victimisée parce que c'est ça l'éducation qu'elle a reçue. Ouais. C'est ça l'éducation de base qu'elle a reçue. On lui a dit, voilà, et toi la femme, voilà ce que tu dois faire. Toi, tu dois obéir comme ça. Toi, tu dois faire ça. Tu ne dois pas franchir à tel endroit. Quand les hommes sont là en train de causer, tu dois être à l'arrière-plan. Dans certaines coutumes, on lui fait porter même du sable, voilà. Un seau de sable. J'ai déjà vu ça une fois. Et celles qui ne respectent pas ça, on trouve que ce sont des femmes rebelles. Ouais, les femmes ont peur de la sorcellerie des fois. Hein. Ils disent qu'il y aura la sorcellerie, protection des enfants. On a vu même des donc il n'y a que l'État femmes qui peut protéger, mettre des lois qui peuvent protéger. On a vu des veuves ici à Kinshasa, des avocates, des veuves. Malheureusement, lorsqu'elle a connu le problème de succession, non, elle dit, voilà, je ne veux pas en justice, je voudrais protéger mes enfants. Mais c'est terrible. Mais lorsqu'il y aura des lois établies, tout sera... Non, les lois sont là, mais il faut les appliquer. Mais ce n'est pas parce que c'est en français. Est-ce qu'on ne peut pas expliquer tout ça là dans les pensées, à faire mais tout ça dans les langues? C'est ce que nous sommes en train de faire. Ouais. Nous sommes en train de faire, d'accompagner. Là, c'est verbal. La tradition orale n'a pas assez d'avenir. Hein. Non, la tradition orale est très forte chez nous. Parce que même notre droit est basé sur la coutume. Sur la mais coutume. Pensez aussi à mettre ça dans des documents. C'est justement pour ça qu'on veut que l'édit corrige cela. Que l'édit corrige. Que petit à petit, on travaille avec les leaders traditionnels, avec les leaders coutumiers, les leaders religieux, hein, pour qu'on laisse la femme émerger. Alors, vous voulez parler, oui, je voulais ajouter que dans le cadre du projet Toufaoul ou Pamoja, dans le cadre de la sensibilisation que nous sommes en train de faire, c'est un aspect qui a été vraiment pris en compte. Dans ce sens où les outils de visibilité que nous avons, que ce soit les t-shirts, sont écrits, les messages sont écrits dans toutes les langues, en français, en Chiluba, en Swahili, en Lingala aussi. Et donc, nous sommes en train de prendre en compte ces aspects pour que, en tout cas dans toutes les langues vernaculaires,
que le message puisse passer. Et quel autre programme vous projetez à travers toujours cette campagne de sensibilisation contre les normes qui avilissent la femme? Non, de plus en plus, nous amplifions la sensibilisation auprès des parties prenantes. Nous amplifions. Et vous avez été chez les députés provinciaux? Oui, députés nationaux également pour faire le suivi des engagements pris par l'État et du côté du gouvernement également, parce qu'il y a eu des engagements pris par rapport à l'objectif de développement durable 5, l'ODD 16 qui consacre, qui parle de la paix, et aussi la résolution 1325 qui oblige que la femme soit associée dans les questions de paix. Et vous verrez, même pour des questions de paix, que lorsqu'il y a des concertations, des consultations, et à la table de décision, il n'y a pas de femme. Hein. Et vous verrez, dans le lot, on mettra peut-être, pour maquiller, on va mettre une femme, peut-être elle est rapporteure. Mais présidente d'une commission, on n'a jamais vu ça dans ce pays. Ici, chez nous, on n'a jamais vu ça. Donc, on va mettre, non, c'est l'occasion de mettre les femmes à l'épreuve. Voilà. On verra quand même. Et dans des partis politiques, c'est là où nous travaillons aussi avec des chefs des partis et des groupements politiques. Oui. Vous verrez que les partis sont bondés des femmes, des filles. Mais lorsque maintenant il faut établir les listes électorales, non, ils vont vous dire, non, il n'y a pas de femmes. Donc, ils ont maintenant fait des ligues des femmes, des machines de mobilisation pour leur propre électorat. Et c'est là où aussi il est important qu'on travaille sur les ligues de femmes. Vous avez pensé travailler aussi avec les entreprises quand même? Exactement. Madame Kandolo l'a dit, qu'avec les opérateurs économiques, dans nos sensibilisations, nous les ciblons. Mais les entreprises publiques? Privés comme publics, vous êtes allés voir parce que ce sont eux qui sont chargés de promouvoir les femmes. Pour qu'on trouve des femmes qui émergent, directeurs et autres. Nous voulons aller avec des choses méthodiquement, scientifiquement, bien faire les choses pour ne pas commettre des erreurs. Nous sommes en train de faire la compilation de l'enquête que nous avons menée auprès des femmes ambitieuses. On est en train de mettre en place une cartographie des femmes ambitieuses. Et les femmes ambitieuses, on les trouve dans les entreprises, que ce soit privées ou publiques, on les trouve dans les institutions étatiques. Et d'ici là, nous allons rendre les résultats de notre enquête. C'est là où on va démontrer que voilà, dans telle entreprise, il y a autant de femmes cadres, il y a autant de femmes à la commande, dans telle, il n'y en a pas. Donc l'enquête est encore... Voilà, Madame Annie, nous sommes en train d'aller tout petit à petit vers la fin de notre émission. Quel est le message que vous donnez à travers Rien sans la femme à tous nos téléspectateurs qui vous suivent? Nous avons beaucoup de téléspectateurs, surtout dans nos provinces. On nous appelle des Ituri, des Oudjou, des femmes en tout cas qui suivent l'émission. Et là-bas aussi, il y a des femmes dynamiques qui sont dans la conscientisation et la mobilisation des femmes. Quel est le message que vous leur donnez pour qu'à leur tour, elles s'en approprient pour mobiliser aussi les femmes, même si vous n'êtes pas en contact. Parce que l'action est... et nous concerne nous tous. Oui, l'action nous concerne nous toutes. Nous sommes en contact. Je venais de vous dire que ces projets couvrent 9 provinces, donc 11 points de coordination. Nous nous retrouvons avec les mêmes activités qui se font à Kinshasa. Au même moment, les mêmes activités se passent en Ituri, se passent à Goma, à Bukavu, ça se passe au Kasai, en Mbuji-Mayi, à Lubumbashi, Kolwezi, Kalemi, et aussi Uvira, Beni. Ce sont on n'a pas encore programmé du côté Équateur, non, Congo du côté central, ça, on est en train d'y aller. C'est pour la première vague où nous sommes dans 9 provinces. Okay. Et 9 provinces, on a 11 points de coordination. Et nous sommes en train d'y aller petit à petit parce que ça demande des moyens. Le partenaire que nous avons eu, notre partenaire, l'ambassade de Suède, à travers CAFOD, et notre partenaire technique qui est CJP, nous appuie
par rapport à ces premiers volets et nous espérons qu'on va continuer pour étendre dans toutes les provinces. Et le grand message que nous voulons apporter, c'est ce message où nous demandons à toutes les femmes. Moi, je voudrais m'adresser d'abord aux femmes. Que les femmes, parce qu'elles sont victimes, et c'est elles, même si elles sont victimes, nous voulons les encourager à s'élever, de regarder devant, de se baser sur les instruments juridiques pour revendiquer leurs droits. Parce que l'État a fait un pas en souscrivant à certains instruments juridiques. Maintenant, il reste l'applicabilité. Et l'application ne peut se faire qu'avec aussi les concours de la femme, parce que la femme, c'est elle la bénéficiaire, elle est concernée. Et aussi à l'État congolais lui-même, que ce soit au niveau du Parlement, que ce soit au niveau du gouvernement, le Premier ministre. Nous sommes en train, une autre action, c'est nous avons travaillé avec le ministère du Genre, nous avons travaillé sur l'élaboration de l'avant-projet des décrets de Premier ministre portant sur les conseils de la parité, Conseil national de la parité et le comité interministériel du genre. Alors, nous exhortons le Premier ministre pour qu'il prenne ce décret de mise en œuvre de la loi portant modalité des droits de la femme et de la parité, la loi qu'on appelle en bref la loi sur la parité. Parce que depuis que cette loi a été promulguée depuis 2015 jusqu'à ces jours, ces deux structures n'ont jamais été mises en place. Alors que l'État congolais a souscrit aux instruments juridiques internationaux et tous les 4 ans, l'État congolais passe à l'EPU et voilà, il y a toujours des recommandations, mais ces structures ne sont toujours pas mises en place. Donc nous exhortons, parce que ça c'est de la responsabilité du Premier ministre, qu'ils prennent les deux structures et avec ça, je pense que le visage de la parité homme-femme en République démocratique du Congo peut changer. Madame Fifi Kandolo, rapidement, vous concluez et il suivra Madame Dodi. Vraiment oui, rapidement. Moi, ce que je peux dire, c'est que l'homme peut faire, la femme peut le faire aussi. Mais je demande à la femme de se former, de s'informer aussi sur les nouvelles technologies de l'information. Ce n'est pas sur un plateau en or que les hommes vont nous laisser émerger ou prendre des postes de prise de décision. C'est par la compétitivité que nous allons y arriver. Et donc, j'encourage les femmes à se battre pour être même responsables des communes au niveau des entités territoriales décentralisées. La femme peut être responsable d'une commune, elle peut être chef des rues, donc c'est encore possible, chef des secteurs et autres. Madame Dodi? Oui, j'encourage aussi la femme se sente concernée, parce que c'est elle qui est à la base, c'est elle qui est là, donc ça la concerne. Donc elles ne se sentent pas que non, je n'ai pas beaucoup étudié, je n'ai pas beaucoup de diplômes, non. Et ça concerne toute la femme, toutes les femmes, sur toutes les étendues de leur RDC. Voilà, fidèles téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission Tribune des femmes de ce soir. Vous avez suivi les 3 invitées femmes qui étaient sur ces plateaux. Elles sont membres du mouvement Rien sans les femmes. Nous avons ici Madame Annie Bambé, Fifi Kandolo et Dodi Chilonda qui sont venus nous parler de certaines normes socio-culturelles qui n'avance pas la femme au niveau des prises de décision. Nous savons qu'avec les débats que vous avez suivis, l'espoir, on a espoir qu'un jour, la femme va briguer des hautes fonctions. Pourquoi pas chef de l'État? Pourquoi pas Premier ministre? Pourquoi pas dans des entreprises privées comme publiques. Nous vous remercions de votre attention, vous qui nous avez suivis à travers le monde, particulièrement dans nos 26 provinces. Nous vous disons merci d'avoir été fidèles à votre émission. Nous vous fixons rendez-vous les mardis prochains à la même heure, même chaîne. Portez-vous bien. Bonsoir. Mabema
nyonso nasalaki yo na ye olimbisanga mpo na soni ngai napesaki yo bosana maso mama